Confluent avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Cette semaine, nous reprenons la route d'Ivuyévik au Nunavik. En effet, Mathieu, j'y ai rencontré en mars 2023 la jeune leader inuite Elisapi Lamoureux, orthopédagogue à l'école Nuviti d'Ivuyévik. Au fil de l'entrevue, notre invité évoque notamment les rencontres Action Jeunesse, un événement qui permet à des jeunes de sensibiliser les décideurs québécois à leurs réalités, possibilités et défis. Elisapi Lamoureux nous parle aussi de ses responsabilités comme membre du Conseil des jeunes Rarjuit, avec lequel elle a participé à une semaine de simulation de négociation de traités, un exercice formateur qui lui a permis notamment de rencontrer certains des négociateurs de la Convention de la baie James et du Nord québécois. Soucieuse de l'environnement, Elisapi Lamoureux a participé en 2022 à la COP27 pour attirer l'attention de la communauté internationale sur les enjeux particuliers du réchauffement climatique dans le Nord. Très proche des jeunes du Nunavik, Elisapi Lamoureux exprime leurs principales préoccupations actuelles et s'investit dans le programme Nourite, Jeunes Caribous, qui favorise la persévérance et l'estime de soi par les activités de plein air. Dans cette rencontre, notre invité nous transmet de manière sobre et lumineuse son immense attachement à sa langue maternelle, à sa famille et à sa communauté. Elle ne manque pas de nous mettre en garde aussi contre les ours polaires qui rôdent parfois dans son village d'Ivuyévik. Ah oui? Ah oui. Bonjour Elisapi Lamoureux. Bonjour. Elisapi, vous travaillez maintenant à l'école Nuviti d'Ivuyévik. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours personnel? Vous êtes née à Ivuyévik, n'est-ce pas? Je suis née à Lévis, mais peu de temps après que je suis née, mes parents ont déménagé à Ivuyévik. Mm-hmm. Donc j'ai grandi à Ivuyévik jusqu'à mes 10 ans. Après, on est déménagé à Québec. Et à 18 ans, j'ai décidé de retourner à Ivuyévik. Parce que votre mère est inuite, c'est ça? Oui, elle est née ici. Pourquoi est-ce que vous avez voulu revenir à Ivuyévik? Qu'est-ce qui vous appelait ici? Je voulais voir ma famille. C'est mon grand-père qui a acheté mon billet d'avion pour que j'aille les voir. J'étais supposée de rester 2 mois. Et ça fait? 6 ans. C'est ma 6e année. Ça fait 6 ans. Oui. Et là, vous travaillez à l'école Nuviti d'Ivuyévik. Oui. Quel est votre métier ici? Je suis orthopédagogue. C'est ma première année en tant qu'orthopédagogue. Mm-hmm. Avant ça, j'étais enseignante remplaçante dans les 3 langues. Inuktitut, anglais et français. Parce qu'ici, les enfants vont à l'école en Inuktitut d'abord? Oui, jusqu'en 3e année. En 3e année, c'est l'introduction à la 2e aux langues secondes. Ils font langue seconde matin et l'après-midi Inuktitut. Puis en 4e année, c'est une période d'Inuktitut par jour. Et toutes les autres matières, c'est donné dans la seconde langue qu'ils ont choisie. Mm-hmm. Et est-ce que les enfants gardent quand même l'Inuktitut? Parce que c'est peu de temps pour apprendre la langue. Oui. Ils parlent la langue à la maison. Pour la plupart des enfants, on encourage beaucoup les jeunes à se parler en Inuktitut entre eux. Avec YouTube, puis les réseaux sociaux, ça devient plus difficile, mais on essaie de garder les conversations entre nous en Inuktitut pour ne pas le perdre. L'Inuktitut, c'est un sujet qui vous tient à cœur, vous? Oui, beaucoup. Je l'ai perdu quand j'étais jeune, donc c'était important pour moi de le reprendre, puis... Avec vos grands-parents? Avec mes grands-parents, ma famille, travailler avec les jeunes. C'est revenu vite. C'est ma langue maternelle. Donc, je l'ai oublié en apprenant le français, mais c'est revenu très vite quand je suis retournée dans le Nord. Nos grands-parents ont travaillé très fort pour ne pas le perdre. Ils ont tellement travaillé fort. Il faut qu'on continue à travailler fort pour le garder
pour garder notre langue forte. C'est très important dans la culture. C'est vraiment triste de le perdre. J'ai perdu mon Inuktitut. C'est comme une perte d'identité. Ouais. Qu'est-ce qui se fait, par exemple, à Ivujivik pour préserver l'Inuktitut, pour le promouvoir? Les personnes âgées nous disent souvent de se parler en Inuktitut. Si ils nous entendent se parler dans une autre langue, ils vont nous dire « parler en Inuktitut ». On essaie d'encourager les gens à parler Inuktitut dans les rencontres. À la radio, quand les gens ils parlent, ils vont parler en Inuktitut. Vous connaissez très bien les jeunes là, du Nunavik et d'Ivujivik. Est-ce qu'il y a, comme par exemple chez les Premières Nations, du rap en Inuktitut? Oui. Il y a beaucoup de jeunes à Ivujivik qui font du rap, puis ils aiment ça. Et des combats de rap aussi? Oui, ils font beaucoup de combats de rap. Peut-être que c'est bon pour leur Inuktitut. Ben oui, ouais. Parce qu'il faut une maîtrise de la langue très très forte. Là. Ouais. Est-ce qu'ils enregistrent ces choses-là? Peut-être pas les combats, mais les chansons? Ouais. Je pense que oui, mais sur leur cellulaire personnel ou leur iPod. Peut-être un studio de musique à Ivujivik, ça aiderait la préservation. Ça serait vraiment bien. Il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas la chance de s'enregistrer. Il y a beaucoup de jeunes qui chantent, qui font des chants de gorge. Vous êtes ce qu'on appelle une leader dans la communauté. En particulier, vous êtes membre du conseil d'administration du conseil des jeunes Haujwit. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet organisme? C'est une organisation de jeunes qui est par et pour les jeunes du Nunavik et Chisasibi entre 15 et 35 ans. C'est une organisation sans but lucratif qui représente les jeunes pour donner la voix, ouvrir des opportunités, bâtir des ponts. Ouais, on fait beaucoup de choses. Et quand vous dites représenter les jeunes, c'est auprès de qui? Auprès du gouvernement? On a des rencontres avec des politiciens parfois. On occupe plusieurs sièges dans des organisations inuits. Est-ce que vous vous exprimez au gouvernement régional? Oui. Est-ce que vous vous adressez aussi au gouvernement Halonat, au gouvernement du Québec, du Canada? Cette année, c'était la deuxième année qu'on a participé à Rencontre Action Jeunesse. C'est un événement qu'on invite plusieurs organisations de jeunes pour se rencontrer et avoir des rencontres avec des politiciens. Quand on a des événements avec Haujwit, on collecte les informations des jeunes, les enjeux dans chaque communauté, puis on fait un rapport de tous les enjeux. Puis quand on a des rencontres, c'est notre moment qu'on peut parler des enjeux aux politiciens. Puis si on a des demandes spécifiques, on leur demande de nous supporter plus sur un enjeu en particulier. Et quels sont les principaux enjeux pour les jeunes d'Ivujivik ou du Nunavik en général? Les enjeux qui sont nos priorités, c'est la santé mentale, l'éducation, le logement. Et vous avez mentionné en premier lieu la santé mentale. C'est un problème important à Ivujivik ou au Nunavik? On n'a pas beaucoup d'aide sociale. Les seules aides qu'on a sont les travailleurs sociaux. Juste à Ivujivik, il y a une travailleuse sociale. Puis je pense que c'est beaucoup de job pour une personne d'avoir entre les mains, d'aider tous les gens de la communauté. Souvent, les travailleurs sociaux, ils changent aussi. Il y a moins de gens qui vont les voir parce que ils doivent recommencer à zéro à chaque fois. Ah oui, le taux de roulement est trop important. Ouais. Et il y a beaucoup de jeunes à Ivujivik, hein? Oui, mais le Nunavik, c'est très jeune. Ouais. Au Nunavik, 72%
est en bas de 35 ans. Ah oui, c'est très, très, très jeune. Oui. 36% de la population est entre 15 et 35 ans. Ouais. Alors ça fait une population très dynamique. C'est très jeune. Très jeune, oui. Ouais. Ouais. Avec le Conseil des jeunes Haïjouit, vous avez participé aux simulations de négociations de traités. Les jeunes du reste du Québec participent à des simulations de débats parlementaires ou des fois des débats aux Nations Unies. Mais ici, ça c'est vraiment sur la négociation de traités. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet événement-là? C'était la première fois qu'on faisait cet événement en partenariat avec Gordon Foundation cette année. Mm-hmm. Le Conseil des jeunes veut le refaire à chaque année. On avait entendu parler de cet événement avec les CRI en premier. Donc, Gordon Foundation, il faisait cet événement avec les CRI. Puis, il y avait des membres de Haïjouit qui étaient là-bas, puis qui ont demandé de voir ce même genre d'événement avec les Inuits, vu qu'on n'a pas les mêmes traités. Mm-hmm. On a invité plusieurs jeunes de Nunavik. Puis, on a fait une simulation de négociation de traités avec le gouvernement du Canada et du Québec. Mm-hmm. Donc, on a fait 3 groupes. Un groupe qui représente Makipvik, par exemple, ou bien Kativik et Lisson Nilirinik, qui est la commission scolaire du Nunavik. Un groupe de jeunes qui représentait le gouvernement du Québec, puis un groupe de jeunes qui représentait le gouvernement du Canada. Comment ça s'est réparti entre les 3 équipes? Est-ce que tout le monde voulait participer à la même équipe? Ben, c'était vraiment intéressant. Tout le monde a pu représenter chaque groupe. C'est vraiment intéressant de voir les jeunes se pratiquer à négocier. Il y avait des leaders importants qui étaient là. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, ces leaders-là qui avaient participé aux négociations? Ils ont parlé de leur expérience. Mm-hmm. Les autres, ils ont fait leur essai-erreur déjà. Donc, ils nous ont donné beaucoup de conseils. Si vous avez à négocier, c'est mieux de faire ça comme ça, pas comme ça. Ils nous ont parlé de leur expérience. Vous représentez aussi les jeunes pour les questions de réchauffement climatique à Makipvik. C'est important le réchauffement climatique ici, c'est une chose qu'on sent physiquement, là. La première fois que j'ai entendu parler du réchauffement climatique avec des bonnes informations, c'était durant une rencontre annuelle générale avec Haïjouit Youth Council. On avait des invités de justement Makipvik qui sont venus parler du réchauffement climatique. Après, j'ai lu le livre de Sheila Cloutier, Le droit au froid. Ça m'a vraiment intéressée au réchauffement climatique. Depuis ce temps-là, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Comment ça se ressent à Evoyivik? Ça devient dangereux pour les chasseurs parce que on peut plus prédire comment la température va être durant l'année. Il y a plus d'eau, l'eau a augmenté. Juste au port, au port, il y a des grosses roches qui se rendent à la terre. Il n'y avait jamais l'eau qui allait par-dessus, mais l'année passée, il y a une jeune, justement, d'Evoyivik qui m'a montré une photo. L'eau avait augmenté assez pour aller en haut des roches. Pour les générations futures, ça peut augmenter plus. C'est dangereux pour les chasseurs, pour les prédictions de température. La glace fond plus vite.
En tant que représentante des jeunes pour les enjeux de réchauffement climatique à Makivik, vous avez assisté récemment à la COP27. Oui, on a participé à la COP27 en Égypte. Ouais. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. C'était ma première grosse conférence. Il y avait beaucoup de stations de différentes organisations, différents pays. Ça consistait en quoi? Vous assistiez à des conférences ou est-ce que vous deviez vous-même prononcer des conférences? On a eu la chance de participer à quelques rencontres, à des tables rondes. Mm-hmm. Il y avait une place où tous les Autochtones du monde pouvaient aller aussi. Puis il y avait beaucoup de présentations qui se donnaient. Donc, j'ai appris plus que j'ai parlé. Mm-hmm. Et c'était beaucoup de l'apprentissage. C'était vraiment intéressant. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Je savais pas qu'il y avait autant d'Autochtones au monde. C'était vraiment intéressant de voir que leurs enjeux ressemblaient beaucoup à nos enjeux. Mm-hmm. D'être avec d'autres Inuits de partout dans le monde aussi. Connaître des jeunes Inuits, jeunes leaders de Alaska, Nunavut, Groenland. Donc vous avez fait des liens avec d'autres jeunes Inuits et d'autres jeunes autochtones? Oui, j'espère dans le futur pouvoir travailler avec eux. Parce qu'on est tous Inuits, mais on n'a pas les mêmes façons de vivre. Exactement. C'est différent chaque place. Vous êtes co-enseignante en éducation à l'UQAT, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. L'UQAT s'occupe de la formation des maîtres, c'est ça? De la formation des enseignants. Oui. Donc, les cours sont donnés en anglais, mais on s'assure que les enseignants inuits comprennent, vu que notre langue maternelle, c'est l'Inuktitut. Des fois, il y a des enseignants qui ne comprenaient pas l'anglais. Donc, nous, on fait juste s'assurer que les informations sont bien transmises aux Inuits. Ils comprennent bien les cours qui suivent à l'UQAT. Oui. Puis s'ils veulent faire leurs devoirs en Inuktitut, les cours enseignants, c'est notre job de traduire leurs devoirs. Pour qu'ils soient corrigés par les professeurs de l'UQAT, c'est ça? Oui. Est-ce que vous aimez ce rôle-là? Vous êtes très jeune pour avoir ce rôle-là, hein, d'être un peu l'intermédiaire entre deux profs, certainement toujours plus âgés que vous, c'est sûr, non? Oui. J'aime ça. Ça a été difficile au début de prendre confiance justement parce que je suis jeune. Mais ça fait pratiquer mon Inuktitut aussi. J'ai appris beaucoup déjà. Quand je fais des traductions, il y a des mots que je ne vais pas comprendre, que je ne vais pas savoir comment traduire. Donc, je vais demander à ma grand-mère. Elle m'aide là-dedans, puis j'apprends. C'est une belle façon d'apprendre, hein? Ouais. Et puis, en plus de tout ça, on se demande quand est-ce que vous dormez. En plus de tout ça, vous êtes chef d'équipe des Jeunes Caribous. Qu'est-ce que c'est, les Jeunes Caribous? Jeunes Caribous, c'est un programme. On invite tous les jeunes qui veulent participer aux activités à faire des exercices. Donc, on les prépare autant mentalement que physiquement pour faire l'expédition finale de 5 jours de ski de fond. 5 jours de ski de fond. Oui, okay. On fait du ski de fond. On dort dans des tentes. On mange ce qu'on a préparé. On devient comme une petite famille. C'est vraiment un beau programme. Cette année, on a 8 jeunes, vu qu'on a 2 Tutut. Tutut, ça veut dire quoi? Nuqait, c'est jeunes caribous en Inuktitut. Okay. Des bébés caribous, Nuqait. Okay. Puis Tutut, c'est des caribous. Adultes. Oui. Mais on appelle les Tutut des jeunes qui apprennent à être chef d'équipe. Comment être chef d'équipe de cette organisation-là. Ce que je trouve beau aussi de ce programme-là, c'est qu'on passe la journée à skier. C'est plus facile que marcher, mais nos ancêtres, ils marchaient tout le temps, ils couraient. Donc, c'est comme si on remarchait dans leurs traces. J'ai l'impression que ça fait comme une petite thérapie pour tout le monde. Ça fait du bien d'être dans la toundra, à skier, avec la nature. Ouais, ça fait du bien. Après la semaine, tout le monde ressort de là. Ils sont fiers, on est contents. On a réussi quelque chose de gros en équipe. Donc le but, c'est de créer des liens entre les jeunes ou c'est de leur donner confiance en eux? Un peu de tout. Mais c'est aussi pour encourager le bien-être
la santé. Bouger, manger, santé, sortir, jouer dehors, faire des liens entre les jeunes aussi. Il y a 4 communautés qui vont venir à Ivuyivik pour faire l'expédition avec nous. Ah bon? Oui, Pouvernetouk, Akulevik, Omioyak et Nutjuak. Donc, ça fait beaucoup de jeunes qui ne se connaissent pas, qui vont apprendre à se connaître en faisant l'expédition. Fait que ça crée des liens entre eux aussi. On est tous là-dedans ensemble. Ça devient difficile des fois, mais ils apprennent à se relever puis continuer parce qu'on peut pas abandonner dans la toundra puis juste enlever nos skis. Puis c'est ça qui n'ont pas le droit d'aller sur les skidoo. C'est beaucoup, on voit beaucoup de persévérance chez les jeunes. Oui, c'est vraiment beau à voir comme... Et il y a toute une formation avant, ils doivent s'entraîner longtemps, j'imagine. Toute l'année scolaire. Toute l'année scolaire. Ouais, on fait des 1 à 3 activités par semaine. Est-ce qu'il y a une sélection? Est-ce qu'il y a plus de jeunes qui voudraient en faire partie pour le faire l'année ça, prochaine? C'est difficile, oui. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent le faire, puis c'est ce que je trouve le plus difficile de ce programme-là, c'est de devoir choisir quels jeunes qui viennent. On regarde avec les présences, qui est venu le plus souvent aux entraînements. On aimerait emmener tous les jeunes qui veulent venir, mais on a une limite. Ouais. Mais il y a quand même des skidoo qui vous accompagnent pour la sécurité, si jamais il se passe quelque chose, oui. Hein? On a des guides. Ouais. Ils se promènent en skidoo autour de nous, ils s'assurent qu'il n'y ait pas d'animaux qui... Ah oui, ça aussi. Oui, puis durant la nuit aussi, comme ils protègent les tentes. Ils sont là pour aussi, si quelqu'un se blesse, puis qu'il doit... Être évacué. Oui. Les chefs d'équipe, on a une formation en premiers soins en région éloignée pour savoir quoi faire si jamais il y a des urgences. Ouais. Parler des animaux et des motoneiges qui sont là pour protéger les jeunes qui participent à l'expédition, parce que Ivuyivik est bien connu pour les ours polaires quand même. Hein? C'est une chose qu'on apprend vite quand on arrive ici. C'est le village des ours polaires. Est-ce qu'on en voit tant que ça? On en voit chaque année. Quand même, dans le village. Oui, plusieurs fois par année. Ouais. Pas de loin, là, on en voit dans le village. Ouais, oui. Est-ce que ça fait peur? C'est une crainte permanente ou non? Ça fait peur, mais on est habitué. Il y a des gens qui surveillent en tout temps. S'il y a des animaux qui viennent dans la communauté, ça fait plus peur quand tu n'habites pas ici. Oui, peut-être. Ou qu'on ne vient pas d'ici. Et qu'est-ce qui se passe s'ils repèrent un ours polaire dans la communauté? Ils l'annoncent à la radio? Qu'est-ce qu'ils font? Oui, on essaie d'annoncer. Si on voit des gens dans la rue, on dit il y a un ours polaire. Ouais. On s'assure de la sécurité de tout le monde. On essaie de passer l'information vite. Puis s'ils se ramassent dans le village parce qu'ils sentent la chair humaine, donc c'est là que c'est dangereux. Ils veulent nous manger. Ah oui, vraiment? Ou c'est une histoire que vous racontez aux touristes? C'est dangereux un ours polaire. Puis c'est dangereux quand c'est dans la communauté. Il y a des enfants qui jouent dehors. C'est très dangereux. Beaucoup d'enfants dehors, C'est gros. Ça court vite. Ça mange beaucoup. Vous parlez beaucoup de la communauté, Elisapie Lamoureux. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la communauté? Vous avez retrouvé votre communauté d'origine, en fait, en revenant ici? J'aime être proche de ma famille. J'ai beaucoup de tantes, d'oncles, cousins, cousines. Nos familles dans le Nord sont très proches. C'est sûr que je trouve ça triste d'être loin de mon frère, ma mère, mon père. Qui, eux, sont restés à Québec, c'est ça? Oui. Mais j'aime vivre ici, j'aime être proche de mes grands-parents, mes petits cousins, les voir grandir. J'aime mon travail. C'est attachant, c'est calme.
T'as pas trop de stress, comme quand on habite dans le sud. Il n'y a pas les gros trafics. Ouais, c'est apaisant de vivre dans une communauté. C'est calme. Merci, Elisapie Lamoureux. Oui, merci. Merci de tout cœur à Elisapie Lamoureux de nous avoir éclairé sur les réalités du Nunavik, particulièrement celles de ces jeunes, nombreux, dynamiques et engagés. L'émission Confluent est portée par l'organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Pour en savoir plus, consultez le site web www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Et d'ici là, nous restons à l'écoute de Radio VM et Radio Galilée. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.